Le 4 mai 1897, le bazar de la Charité prenait feu. Cette institution dédiée aux œuvres de bienfaisance était la pierre d'angle de la charité d'initiative privée développée par la noblesse. Elle réunissait la crème de l'aristocratie parisienne. Ce jour-là, le terrible incendie a fait près de 130 victimes. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Comment un tel incendie a-t-il été possible ? Quelles en ont été les conséquences pour la bonne société parisienne ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode, à écouter en 2 parties. Première partie, les visions d'Henriette Couédon. En cette matinée du 21 mars 1897, comme presque chaque jour depuis plusieurs mois, des dizaines de personnes font la queue devant le 40 rue de Paradis, dans le 10e arrondissement. En temps normal, le concierge ouvre le grand portail d'entrée de l'immeuble vers 9 heures, mais il est 10 heures passées et les portes sont toujours fermées. On s'inquiète, on s'impatiente. Une porte s'ouvre enfin. Un homme sort de l'immeuble, il s'agace et renvoie les visiteurs. Celle que tous attendent, la voyante, ne les recevra pas aujourd'hui. Elle est en déplacement. La foule proteste. Il referme rapidement la porte. La voyante en question, c'est Henriette Couédon. Elle a 24 ans et depuis qu'elle est enfant, elle est prise de visions. À chaque fois, c'est le même phénomène étrange et soudain qui se produit lorsqu'elle se trouve en présence d'invités. Elle regarde le ciel, joint ses mains, et une voix qui n'est pas la sienne sort de sa bouche pour prédire l'avenir. Cette voix, ce serait celle de l'archange Gabriel, le messager de Dieu, qui vient annoncer d'épouvantables catastrophes. Henriette Couédon décrit la Seine changée en fleuve de sang, elle voit Paris en flammes, elle prédit l'extermination des Français dans la guerre, et encore des épidémies où la peau des malades sera tachée de pustules sanguinolentes. Au fil des mois, le tout Paris se presse au 4e étage de l'immeuble où Henriette Couédon habite avec sa mère. On a hâte de l'interroger. Surtout, les gens veulent connaître le destin de la France, les changements de gouvernement ou même simplement le temps qu'il va faire. Mais par la bouche d'Henriette, l'archange Gabriel se montre impitoyable. À chaque fois, il annonce les pires fléaux. Un jour, Henriette Couédon et sa mère reçoivent même la visite du prince Henri d'Orléans. Fébrile, il lui demande s'il va monter sur le trône de France. Question aussitôt tranchée sur un ton brutal, l'archange répond « Pas du tout ». Entre autres visions, Henriette Couédon a aussi révélé la cachette d'un trésor familial. Elle a aussi annoncé à un prêtre son changement de diocèse et elle a prédit le scandale de Panama. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France de cette fin de siècle est habituée à ce genre de visions. Partout en Europe même et jusqu'en Russie, les prophètes de malheur se sont multipliés depuis les années 1810. On se rend partout où ils se trouvent pour les consulter. Les princes de sang font la queue au milieu du tout venant pour interroger l'oracle sur son destin. 2 exemples parmi d'autres, tandis que Louis XVIII reçoit terrorisé les confidences d'un paysan tout crotté venu lui annoncer les prédictions funestes d'un ange qui serait coiffé d'un chapeau claque, Nicolas II de Russie rend visite à une certaine Paraskev Pacha et attend fébrilement de voir si cette prophétesse que toute la Russie vénère sucrera ou non son thé, signe de salut pour le tsar ou signe de sa perte. Nombre de ces prophètes se montrent grossiers, nonchalants, voire vulgaires, sans que la foi en leur verdict ne soit le moins du monde ébranlée. En France, cet engouement a commencé en 1846 à la Salette, en Isère. La Vierge Marie serait apparue à 2 petits bergers. En pleurant, elle a dénoncé le clergé de l'Église comme un cloaque d'impureté. Il y a eu aussi, bien sûr, les apparitions de Lourdes. En réalité,
Ajouté à l'instabilité politique de la France et au flou religieux qui règne dans le pays depuis la Révolution, ce maelstrom mystique engendre une déferlante de manifestations surnaturelles qui n'épargnent aucune couche de la société. La France monarchiste et catholique n'en finit pas de prétendre ressusciter au milieu des sarcasmes de la République. À cette dernière, qui dit vouloir apporter le bonheur par la raison, s'oppose toujours la vieille croyance médiévale qui persiste à n'offrir d'avenir que dans la foi en Dieu. Depuis le début de l'année 1897, le monde aristocratique parisien ne vit plus que pour un événement beaucoup plus terre-à-terre et qui sera bientôt au centre de tous les regards. L'inauguration prévue pour les premiers jours de mai du nouvel édifice conçu pour recevoir le Bazar de la Charité. Le Bazar de la Charité vise à rassembler dans un même lieu des biens cédés par les aristocrates aux œuvres de charité. Cette institution a été créée par le richissime Henri Blount et le baron de Macao 10 ans plus tôt, en 1885. Elle était initialement située dans le quartier Saint-Honoré à Paris, mais doit bientôt ouvrir ses portes rue Jean Goujon dans un espace plus grand. Qu'on ne se méprenne pas sur le choix de ces quartiers actuellement connus pour leur richesse. À l'époque, la rue Saint-Honoré était à la fois un lieu commerçant, bien sûr, mais aussi, et pour cette même raison, sans doute, un lieu de haute mendicité. Les enfants des classes ouvrières, par centaines, occupaient les trottoirs, en quête de quelques sous pour subvenir aux besoins de leur famille. Le Paris de l'aristocratie, concentré entre la Madeleine et le faubourg Saint-Germain, représentait une parcelle infime du Paris d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le Bazar a récolté en 16 ans plus de 7 millions de francs or de bénéfices. C'est colossal, c'est un vrai succès. Cette véritable coopérative d'œuvres de bienfaisance est devenue la seule institution privée capable d'apporter un complément de dons aux aides encore très inégales apportées par l'État. Orphelinats, sociétés d'aveugles, hôpitaux, sociétés de secours aux blessés de guerre. Les associations se comptent par dizaines qui ne peuvent vivre sans le soutien du Bazar de la Charité. Parmi les donataires, on trouve Madame de Maillet. Elle est la responsable du Cercle catholique d'ouvriers de Paris, une association qui veut rechristianiser le monde ouvrier. Le 21 mars 1897, pour concrétiser les promesses de dons, elle décide de réunir un certain nombre d'aristocrates et elle leur réserve une surprise de choix. La présence chez elle de la célèbre voyante Henriette Couédon. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas recevoir la foule qui l'attendait devant chez elle. Elle se trouve ce jour-là chez Madame de Maillet. Au centre de la grande salle de l'hôtel particulier de Madame de Maillet, l'assemblée est désormais au complet. L'hôtesse a prié Henriette Couédon de s'asseoir sur un fauteuil. La jeune femme s'installe. Comme à son habitude, elle ne jette qu'un regard oblique sur les convives présents. L'étonnante stupidité de son regard n'a échappé à personne, ni ses sourcils noirs et grossiers, ni cette dentition chaotique qui apparaît derrière ses lèvres molles qu'elle garde toujours entr'ouvertes. En réalité, parmi les messieurs qui, par courtoisie, ont posé leur haute forme sur leurs genoux, rares sont ceux qui attendent de la voyante une révélation extraordinaire. Oui, bien sûr, elle a parfois prédit des choses étonnantes. Mais ces oracles ne sont souvent que des redites du livre de l'Apocalypse, des paraphrases d'Évangiles. Et lorsqu'elle sort des sentiers de la Bible, elle se fait, tiens donc, le héros de la royauté déchue. Serait-elle payée par les monarchistes? Tout à coup, la voyante se lève. Elle vient d'avoir une vision. L'archange Gabriel me parle et j'entends sa voix. Je retiens ce qu'il m'adresse à moi. J'oublie, ou plutôt j'ignore ce qu'il me fait dire aux autres. Quand l'ange parle par ma bouche, je ne suis qu'un instrument, je disparais, je suis nul. L'archange a dit qu'il était le messager de Dieu, envoyé pour annoncer aux hommes les maux qui les menacent et prédire à la France le retour à la royauté.
L'ange m'a dit que j'aurais des épreuves à traverser, un véritable calvaire. Si je reçois de l'argent, mes dons me seront retirés, car les dons de Dieu ne se vendent pas. » Puis la jeune femme se rassoit. Un frisson parcourt la salle et des chuchotements s'élèvent dans l'audience. Madame de Maillé intervient et réclame le silence. La comtesse présente les principaux événements qui vont ponctuer l'ouverture du bazar le 3 mai suivant. Les visiteurs pourront notamment se promener dans un décor de l'Opéra de Paris, une ruelle du Paris médiéval entièrement reconstituée. Et puis, un cinématographe sera mis à disposition. Pour 50 centimes, on pourra voir les fameuses images animées créées par les frères Lumière. Elles seront spécialement projetées pour l'événement. Fantastique! L'audience est conquise par la présentation. Mais soudain, une voix s'élève à nouveau, douce et tremblante à la fois. Henriette Couédon s'est dressée, la tête levée vers le plafond, les mains jointes sur la poitrine dans un geste de prière. Tout le monde se tait. Madame de Maillé, qui se tient debout près de la voyante, fait quelques pas en arrière, prudemment, quand retentissent ces mots. « Près des Champs-Élysées, je vois un endroit pas élevé, qui n'est pas pour la piété, mais qui en est approché, dans un but de charité, qui n'est pas la vérité. » Dans l'assemblée se trouve le poète cubain José María de Heredia. Il s'est invité par simple curiosité. Il lève un sourcil dubitatif, mais l'assemblée, elle retient son souffle. « Je vois le feu s'élever et les gens hurler, des chairs grillées, des corps calcinés, j'en vois comme par pelleté. » Puis la voyante finit par se taire, un brouhaha indescriptible s'élève alors dans le salon. José María de Heredia en profite pour glisser « C'est impressionnant, mais Dieu, quelle mauvaise poésie !» Quant à Madame de Maillé, elle est bouleversée. Elle veut en savoir plus sur cette sombre prédiction et presse Henriette Couédon d'en dire davantage. La voyante se contente d'ajouter nonchalamment que toutes les personnes présentes avec elle aujourd'hui seront sauvées. La belle affaire. Une fois la réunion terminée, la plupart vont oublier la sinistre prédiction. Au fond, nul n'ignore que ces prétendues visions sont souvent le fruit d'un esprit dérangé. Depuis quelques années, une nouvelle catégorie de médecins est apparue, les aliénistes, qui s'occupent des patients dits aliénés. Dans les hôpitaux, on trouve désormais des dizaines de cas comme celui de cette Henriette Couédon. On parle de délire hystérique, de mélancolie. L'aristocratie parisienne va donc vite tourner la page de cet étrange incident chez Madame de Maillé. D'autant que l'excitation augmente, l'ouverture du bazar approche. Pour écouter la seconde partie de ce récit consacré au bazar de la Charité, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme préférée. Et pour ne rater aucun épisode d'Au cœur de l'histoire, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Le 3 mai 1897, le bazar de la Charité ouvre ses portes au public. C'est un événement attendu depuis des mois. Le bazar, véritable coopérative d'œuvres de bienfaisance, est devenu en quelques années la seule institution privée capable d'apporter un complément de dons aux aides encore très inégales et insuffisantes apportées par l'État. Et puis, c'est le rendez-vous du tout Paris, de l'aristocratie parisienne qui a hâte de se presser dans ce nouveau lieu pour faire œuvre de charité. Quelques jours auparavant, pourtant, une jeune voyante, Henriette Couédon, a fait une terrible prédiction. Seconde partie de notre épisode consacré au bazar de la Charité. L'incendie était déjà partout.
Pour se faire une idée plus précise du bazar de la Charité, juste avant son inauguration, essayez d'imaginer une structure en sapin colossale de 80 mètres de long sur 13 mètres de large. Elle est surmontée d'une toiture de verre, masquée pour l'occasion par un grand vélum, une grande tenture, destinée à adoucir la rudesse des structures de métal. Elle a été parée de décors de théâtre rachetés à l'Opéra de Paris. À l'intérieur, de part et d'autre d'une allée centrale, 22 comptoirs ont été aménagés dans des répliques d'échoppes médiévales. On y vendra des bibelots, du mobilier, des bijoux donnés par les dames patronesses. De nombreuses duchesses, comtesses, marquises sont attendues pour représenter les différentes œuvres caritatives qui bénéficieront des revenus de ces ventes. On espère notamment la duchesse d'Alençon, sœur de Sissi, ou la comtesse Greffule, cette femme magnifique qui inspira l'immortelle duchesse de Guermantes à Marcel Proust. Au sein du bazar, une annexe a aussi été dédiée au fameux cinématographe. Ce cinématographe excite déjà l'imagination de tous les futurs visiteurs. Parmi les images animées projetées, on attend un film des frères Lumière, L'arroseur arrosé. Mais pour ce premier jour, il a finalement été décidé d'ajourner la projection aux grandes dames des invités. La déception est cependant vite oubliée. On reprend le cours des controverses du moment. L'affaire Dreyfus est notamment au centre des disputes. La comtesse Greffule, farouchement dreyfusarde, s'est fait remarquer en s'en prenant à une marquise qui avait fait inscrire « Mort aux Juifs » sur son ombrelle. On parle aussi beaux-arts. Si les peintres Meissonnier et Bouguereau sont de véritables institutions dans le Paris artistique d'alors, on s'interroge aussi sur ce Gauguin qui vient de quitter le quartier de Plaisance pour se rendre dans les colonies, et sur ce Cézanne, au parti pris qui offense le regard. Ces nouveaux visages du monde artistique habitent ou ont habité les faubourgs. Ils sont bien trop pauvres pour occuper les quartiers riches. A-t-on seulement tenté un simple déplacement dans ce quartier situé à moins d'une demi-heure de marche de Saint-Germain-des-Prés? Là, les ouvriers s'entassent dans des baraquements insalubres, construits dans ce quartier infesté de rats. Au mois de mars précédent, on a retrouvé un ouvrier mort rue de Gergovie, presque entièrement dévoré par les rats. Peu de temps avant, une femme s'est jetée par la fenêtre de désespoir, abandonnant ses 3 petits-enfants. L'énumération des horreurs, de la misère qui règne dans ce quartier si proche fait frémir la duchesse d'Alençon, une belle âme qui a fait de l'aide aux plus pauvres son labeur de chaque jour. Elle est habituée à entendre la ritournelle des calamités qui s'abattent inexorablement sur le peuple réprouvé des ouvriers. Les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent. En cette année 1897, presque 10% de la population française reçoit une aide de l'État. Mais pour être aidé, il faut apporter des preuves de son indigence. Et l'heure est encore à cet amalgame très ancien entre pauvreté et ce qu'on appelle malhonnêteté. Si un invalide de guerre est sûr de trouver assistance, un homme qui a simplement perdu son travail est souvent condamné à la rue. Il ne lui reste alors qu'une seule alternative à la charité publique, les dons venus des initiatives privées. Les patronesses du bazar se mobilisent évidemment particulièrement pour les enfants frappés par la misère. Elles ont conscience de se trouver au centre d'un dispositif de salut public. Leur action a du sens. Derrière leurs stands, qui portent des noms hauts en couleur comme Chaboté ou Truie qui file, les donatrices ont ajusté leurs atours. Les jupes droites remplacent les épais rembourrages sous les robes. Tiens, j'en profite ici pour vous en dire un peu plus sur la mode de l'époque. Fini les queues d'écrevisses, les tournures faites de rembourrages portés sous la robe. Place aux jupes droites de chez Madame Gradoz, aux manches ballons de chez Mademoiselle Thirion. La baronne de Vatimesnil, parente du baron de Mâcon, porte un costume en voile de toile rose. Sa veste est bordée de liserés en piqué satiné crème, les manches sont légèrement ballonnées. La fête va pouvoir commencer. Entre-temps,
Le cinématographe a été réparé. L'heure de la projection est donc arrivée. Le technicien responsable de l'éclairage de la salle invite le public à entrer. Dans le bazar, il y a déjà plus de 1000 visiteurs répartis entre les différents comptoirs. L'ambiance est festive, détendue, insouciante. La projection démarre. Les cloisons de la salle sont très minces et on entend le brouhaha venu du bazar, mais enfin, peu importe, tout est réuni pour le plaisir des yeux. Soudain, le film s'arrête. La lumière s'éteint. Le projectionniste s'excuse. « Mesdames et messieurs, une petite minute, s'il vous plaît, le temps de remplir ma lampe. » Il faut remettre de l'éther dans le réservoir. L'assemblée est plongée dans le noir. Le projectionniste demande de l'aide à son assistant. Il s'avance à tâtons au fond de l'habitacle, écarte les rideaux. Ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de bougie, donc l'assistant craque une allumette. Et en une fraction de seconde, l'éther échappé du bocal que le projectionniste vient d'ouvrir s'enflamme. La pellicule de celluloïd qui pend du projecteur prend feu. Du goulot du récipient, je vis sortir une seconde, comme une coulée de lave, une fusée de feu, une gerbe de flammes, puis une explosion. L'incendie était déjà partout, partout. Il est alors 16h20. En quelques minutes, les flammes gagnent les décors installés de part et d'autre de l'allée centrale. Ce fut une panique inimaginable. En proie à un affolement subit, les 1200 personnes qui se trouvaient là se ruèrent vers la sortie, se bousculant, s'écrasant, tombant en tas les unes sur les autres, formant ainsi d'infranchissables barricades de corps amoncelés. La terreur était sur tous les visages. Des femmes transformées en torches humaines sortent en poussant des hurlements. Certaines dont les robes brûlent se roulent sur le pavé. La seule porte d'entrée a été conçue de telle sorte que ses vantaux ne s'ouvrent que vers l'intérieur. Les autres issues sont rapidement bloquées par l'amoncellement des corps. Un cuisinier a repéré une fenêtre grillagée. À coups de marteau, il tente de desceller les barreaux. À l'intérieur, des femmes s'agrippent désormais aux treillis. Aux alentours du bazar de la Charité, les fenêtres des maisons de la rue Jean Goujon éclatent sous la chaleur. Le bâtiment est en train de s'effondrer. Les échelles disposées sur les rares ouvertures ont pris feu elles aussi. La chaleur était intolérable. Les malheureuses qui parvenaient à sortir étaient léchées par les flammes, écrasées, affolées. La poussée était telle que les gens tombaient là, les uns sur les autres, et formaient sur le trottoir une masse enchevêtrée et grouillante. Celles qui sortaient vivantes étaient frappées de stupeur, de folie. Il y avait des dames immobilisées, clouées par terre, comme hypnotisées. Il est maintenant 17h. Il ne reste plus du bazar de la Charité qu'un amas calciné. Au milieu des décombres encore brûlantes, il y a près de 130 cadavres. Il faut maintenant fouiller le chaos à la recherche des victimes. Le lendemain, les corps carbonisés sont alignés sur le sol. La plupart sont dépourvus de têtes et de membres. Les personnes à la recherche de proches disparus tentent avec difficulté de les reconnaître. L'ambiance est apocalyptique. La puanteur des cadavres se mêle aux vapeurs de camphre et de phénol dont on a arrosé les corps pour les conserver le plus longtemps possible. Chirurgiens et dentistes accompagnent les parents des victimes pour tenter de retrouver la trace d'une opération ancienne ou la pose d'une couronne ou d'un bridge. La duchesse d'Alençon est identifiée rapidement. Son dentiste a reconnu les dents qu'il a recouvertes d'or. Et en retournant le corps, une mèche de cheveux est apparue qui avait gardé tout son éclat. C'était bien elle. Une sœur de l'église de la Charité a été identifiée avec les restes de sa cornette. Sous les plis calcinés de son habit, on retrouve une feuille blanche, intacte, sur laquelle elle a écrit « Mon Dieu, sauvez-nous ». Cette tragédie du bazar de la Charité aura ses martyrs et ses héros. On décorera les uns et les autres. On va reprocher au baron de Mâcon, ancien de l'école navale, d'avoir échappé un peu vite à la catastrophe.
On lui fera passer un billet, lui faisant observer qu'en cas de naufrage, le capitaine se doit d'être le dernier à quitter le navire. La catastrophe a frappé de stupeur le monde civil et religieux de Paris. À l'archevêché, on s'interroge. Comment Dieu a-t-il pu frapper un lieu dédié à la seule charité ? Un lieu que le nonce apostolique lui-même était venu bénir depuis Rome la veille de l'incendie. Le journaliste Léon Blois publie un texte d'une violence inouïe. L'agitation au sujet de l'incendie continue. Songez donc, des personnes si riches en toilettes de gala et qui avaient leur voiture à la porte. Leur voiture éternellement inutile. Tout ça pour l'amour des pauvres, oui, tout ça, quand on est riche, c'est qu'on aime les pauvres. Les belles toilettes sont la récompense de l'amour qu'on a pour la pauvreté. Et voilà qui condamne l'Évangile. Le nonce du pape était venu bénir la truie qui file un instant avant le feu. Il était à peine sorti que cela commençait. Dans certains journaux, on rappelle alors la prophétie de la voyante Henriette Couédon, qui, dans les salons de Madame de Maillé, avait prédit la catastrophe. Et tous ceux qui avaient alors assisté à la séance organisée par Madame de Maillé sont bel et bien sortis indemnes de l'incendie. Le jour même de l'incendie, on avait amené un petit garçon nommé Alfred. Il avait été présenté aux dames patronesses comme un modèle de sagesse, malgré la misère dans laquelle il vivait. Sa mère, lingère de son métier, était tombée dans la plus grande pauvreté après la mort de son mari. Quelque temps auparavant, elle avait perdu son premier fils. Il ne lui restait plus que ce petit Alfred en qui elle avait mis tout son espoir. Alfred fut présenté à ces dames du bazar de la Charité. Il périt dans les flammes. Le jour de l'enterrement, les voisins se rassemblèrent autour de la mère demeurée seule. Pour toute consolation, elle eut droit à une couronne mortuaire, cadeau du conseil municipal. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation a été coordonnée par Xavier Joly. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.